Voici ce que vous devez comprendre. Séduire et manipuler une fille, ce n'est pas immoral si elle le souhaite. Elle veut être séduite. Elle veut ressentir. Elle veut vivre quelque chose. Mais parfois, ce jeu bascule dans quelque chose de bien plus profond, un mécanisme psychologique qui crée l'obsession. Une empreinte émotionnelle invisible. C'est l'une des stratégies les plus immorales que je connaisse. Elle fonctionne parce qu'elle vise directement le cerveau. Si vous êtes influençable, quittez cette vidéo maintenant. Avant d'entrer dans ce voyage intérieur, si tu es nouveau sur la chaîne, prends une seconde pour t'abonner, like et partage. Dis-moi aussi dans les commentaires ce que tu ressens pendant cette vidéo. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait changer définitivement la façon dont tu comprends l'esprit féminin. Prends un instant pour te munir d'un carnet ou d'une page ou noter ce qui va résonner en toi. Certaines phrases, certaines prises de conscience vont t'exposer à toi-même d'une manière inattendue. Et quand l'esprit comprend quelque chose d'important, il vaut mieux l'écrire pour ne jamais l'oublier. Il existe un phénomène psychologique dont on ne parle presque jamais ouvertement, mais qui influence nos relations bien plus que nous osons l'admettre, le kidnapping émotionnel. Non pas un rapt dans le sens traditionnel du terme, mais une capture subtile et silencieuse de l'espace intérieur d'une personne. Une intrusion douce dans les zones les plus sensibles du cerveau, celles qui ne comprennent pas les arguments, mais qui réagissent instinctivement aux impressions, aux sensations et aux micro-changements de l'atmosphère émotionnelle. C'est cette mécanique profonde que je vais vous enseigner aujourd'hui. Comment rendre une femme obsédée sans qu'elle puisse expliquer ce qui l'attire exactement. Parce que, contrairement à ce que la plupart des hommes croient encore, on ne tombe pas amoureux d'un visage, d'un discours ou d'une logique rationnelle. On tombe amoureux de ce que l'on ressent face à quelqu'un. Et encore plus profondément, on tombe amoureux de l'histoire intérieure que notre propre esprit fabrique à partir de ce que cette personne déclenche en nous. C'est cette narration intérieure, totalement invisible à l'œil nu, qui distingue l'homme banal de celui qui devient irrésistible sans faire d'efforts apparents. La psychologie le confirme, l'être humain n'analyse pas une personne, il interprète ce qu'il ressent en sa présence. Et dans cette interprétation se joue tout l'attirance, l'intérêt, l'obsession. Une femme ne se dit pas, il a dit quelque chose d'intelligent. Elle se demande inconsciemment, qu'est-ce qu'il réveille en moi? Pourquoi je réagis ainsi? Pourquoi son énergie change-t-elle la mienne? C'est là que les hommes échouent massivement. Ils veulent impressionner. Ils cherchent à divertir. Ils tentent de convaincre. Ils se lancent dans une compétition silencieuse où ils essaient de prouver quelque chose, de justifier leur valeur, de se vendre à tout prix. Mais cette approche, aussi rationnelle soit-elle, les condamne à l'oubli. Pourquoi? Parce que l'esprit humain n'est pas conçu pour retenir ceux qui demandent trop d'attention. Il retient ceux qui modifient subtilement son état interne. Les gestes bruyants s'effacent. Les mots trop voyants s'éparpillent. Ce qui reste, c'est ce qui a provoqué un déplacement, même infime, dans le monde émotionnel de l'autre. Voilà la vérité que presque personne n'a le courage d'accepter, le pouvoir dans une interaction n'est jamais dans vos actions visibles. Il se situe dans l'atmosphère émotionnelle que vous installez, souvent sans même parler. C'est l'état dans lequel vous plongez l'autre qui détermine son attachement à vous. Le kidnapping émotionnel n'est pas un geste. Ce n'est pas un mot. Ce n'est pas une manipulation caricaturale. C'est une architecture invisible. Un changement d'énergie. Une empreinte qui se dépose silencieusement dans le subconscient. Le rôle de l'homme qui maîtrise cette mécanique n'est pas d'agir mais de provoquer, par sa présence, une micro-résonance émotionnelle que la femme elle-même ne comprend pas. Vous devenez une sorte de miroir flou dans lequel elle projette ce qu'elle cherche inconsciemment, ce qu'elle désire profondément, ce qu'elle n'a jamais osé reconnaître. Elle ne s'attache pas à vous. Elle s'attache à ce que son cerveau devient en votre présence. Et c'est précisément pour cela que les stratégies superficielles échouent. Parce qu'elles cherchent à influencer la pensée, alors que l'attirance n'est uniquement de la modification des sensations intérieures. L'homme qui comprend cela n'a plus besoin d'en faire trop. Il n'a plus besoin de séduire. Il n'a plus besoin d'impressionner. Il apprend simplement à devenir le déclencheur de ce que l'autre ressent d'elle-même. Et c'est ici que commence la véritable compréhension de ce mécanisme, un mécanisme qui ne fonctionne que si l'on cesse de performer pour entrer dans un état très particulier, celui qui prépare silencieusement le terrain de l'étape suivante, là où l'émotion que vous déclenchez commence à créer un lien inconscient beaucoup plus puissant que n'importe quelle parole. La stratégie machiavélique, déclencher l'émotion qui est l'étape 1. Susciter un état émotionnel. C'est ici que commence le véritable jeu. La plupart échouent parce qu'ils s'obstinent à croire que la persuasion passe par la logique, les arguments, le charme artificiel. Ils parlent trop. Ils expliquent. Ils justifient. Ils déroulent un CV émotionnel dans l'espoir d'être choisis. Et pendant ce temps, ils ne déclenchent rien. Pas un frisson. Pas une brèche. Pas un déplacement intérieur. Machiavel aurait ri de cette naïveté. Il savait que le pouvoir ne se gagne jamais par les démonstrations visibles, mais par ce qui s'insinue dans l'autre sans résistance.
Et la logique? La logique est la plus grande résistance de l'esprit humain. La contourner est une nécessité stratégique. Voilà pourquoi c'est une erreur fatale d'essayer d'être drôle, intéressant, charismatique ou intelligent pour séduire. L'esprit analyse. Le cœur réagit. Mais l'inconscient, lui, obéit. Votre mission n'est pas de plaire. Votre mission n'est pas de convaincre. Votre mission n'est pas d'impressionner. Votre mission est beaucoup plus simple, beaucoup plus brutale, beaucoup plus efficace. Déclencher un changement émotionnel. Pas une explosion. Pas un effet spécial. Une simple variation intérieure. Un léger déplacement dans son état mental. Un soupçon d'intrigue. Une microseconde de déséquilibre. Une brèche dans son schéma habituel. Car dans ce micro-espace se loge toute la mécanique de l'attirance. Comprenez ceci, une femme ne se souvient pas de ce que vous dites, elle se souvient de ce qu'elle a ressenti au moment où vous étiez là. Ce n'est pas votre personnalité qui l'obsède, c'est l'impact que votre présence a eu sur son système émotionnel. Et ce mécanisme est tellement puissant que, souvent, elle-même ne peut pas l'expliquer. Elle pense que vous êtes différent. Elle pense que vous avez un truc. Elle croit que quelque chose en vous l'attire. Alors qu'en réalité, ce n'est pas vous. C'est le changement que vous avez déclenché en elle. Voilà pourquoi l'homme qui maîtrise cette stratégie n'a pas besoin d'être parfait. Il n'a même pas besoin d'être exceptionnel. Il n'a qu'à provoquer un seul moment de bascule. Mais attention, ce basculement doit être suivi d'un comportement précis. Un geste maîtrisé. Une attitude froide. Un silence calibré. Quand l'émotion apparaît chez elle, vous ne devez rien faire. Ne cherchez pas à amplifier. Ne cherchez pas à expliquer. Ne cherchez surtout pas à vous justifier. Plus vous en faites, plus l'effet se dissipe. Moins vous en faites, plus l'effet grandit. Le cerveau humain déteste les zones floues. Il veut comprendre. Attribuer une cause. Créer une explication. Alors quand elle ressent quelque chose et que vous restez parfaitement calme, insaisissable, stable, comme si rien ne s'était produit, son esprit entre dans le doute. Et le doute est l'un des outils les plus puissants de l'ingénierie émotionnelle. Elle se dit, pourquoi ai-je ressenti ça? Qu'est-ce qu'il représente pour moi? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est moi? Pourquoi ma réaction ne correspond pas à ce qu'il fait? Ce contraste, votre calme et son émotion, marquent profondément l'esprit. Vous devenez une énigme interne, une tension non résolue, une question vivante. Et le cerveau humain n'aime pas les questions sans réponse. La plupart des hommes se sabotent en réagissant trop vite. Ils voient une lueur d'émotion chez elle et se ruent dessus pour la nourrir. Ils dévoilent leur intention. Ils montrent qu'ils ont compris. Ils cassent la mécanique. Alors que celui qui maîtrise l'art de Machiavel sait que l'impact ne vient jamais du geste visible, mais du vide laissé après avoir touché quelque chose d'invisible. C'est dans ce vide, dans cette oscillation entre sensation et silence, que l'obsession commence à s'installer, et que se prépare la prochaine étape, celle où l'émotion déclenchée doit maintenant être ancrée dans votre présence, sans qu'elle puisse en retracer l'origine. Étape 2, l'ancrage, devenir la source inconsciente. Le cerveau humain est une machine fascinante. Il ne supporte pas le chaos interne. Il ne tolère pas les émotions sans explication. Il cherche, inlassablement, compulsivement, une cause, un point d'origine, un responsable, un déclencheur. C'est un principe fondamental de la neuropsychologie, toute émotion doit être attribuée à quelque chose. Même si cette attribution est fausse. Même si elle est irrationnelle. Même si elle ne correspond pas à la réalité. Le cerveau n'a pas besoin de vérité. Il a besoin de cohérence. Alors lorsqu'une femme ressent une émotion intense, une montée de chaleur, un frisson, un trouble, une contraction du silence intérieur, son esprit tente automatiquement de répondre à cette question. Pourquoi je ressens ça? Quelle est la cause? Qu'est-ce qui vient de me toucher? Et la première chose que son cerveau associe à son émotion est ce qui se trouve le plus près, le plus visible, le plus présent au moment du pic émotionnel. Cela peut être un son, une image, un souvenir, mais dans une interaction humaine, c'est presque toujours la personne en face d'elle. Et si cette personne, c'est vous, vous devenez le point d'ancrage. Même si vous n'êtes pas l'origine réelle de l'émotion. Même si elle ressentait déjà quelque chose avant. Même si son émotion vient de sa journée, de ses insécurités, de son passé, de ses attentes ou de son imagination. Son cerveau vous choisit comme explication. C'est là que se joue le cœur du kidnapping émotionnel. Car ce phénomène, simple en apparence, a des effets extrêmement puissants. C'est de cette manière qu'on tombe amoureux de la mauvaise personne. C'est ainsi qu'on projette des qualités sur quelqu'un qui ne les possède pas réellement. C'est ainsi que naît une obsession silencieuse et durable, une fixation dont on ne comprend pas l'origine mais qui se renforce chaque fois que la personne réapparaît. Voici ce que la neuroscience nous apprend. Lorsque le cerveau associe une émotion à une personne, il crée une liaison synaptique, une connexion rapide, une réponse réflexe. La personne devient un stimulus conditionné.
Et chaque fois qu'elle réapparaît, le cerveau réactive l'émotion ancrée. C'est ce qu'on appelle un encore point, un point d'ancrage émotionnel. Vous devenez ce point. Voilà pourquoi l'étape 2 est cruciale, ancrer l'état émotionnel en vous. Mais pas en parlant, pas en séduisant, pas en renforçant, pas en interprétant. L'erreur des hommes immatures est de croire qu'il faut rajouter, appuyer, intensifier, commenter, alimenter l'émotion qu'elle ressent. Mais chaque mot ajouté est une interférence. Chaque justification dissipe l'effet. Chaque explication brise la magie du cerveau en train de fabriquer son histoire intérieure. Tout ce que vous avez à faire, c'est être là, présent, stable, calme, au moment exact où son émotion atteint son sommet. Le cerveau mémorise ce qui se trouve dans son champ perceptif à l'instant précis du pic émotionnel. Il en fait le conteneur, l'origine, le visage associé à l'état ressenti. C'est ce qui explique pourquoi certaines personnes nous obsèdent sans raison apparente. Elles étaient présentes à un moment où notre émotion a changé. Rien de plus. Mais dans la logique interne de notre cerveau, cela suffit à les transformer en symboles. Et lorsque vous devenez un symbole, un marqueur, un point d'origine, vous cessez d'être un individu. Vous devenez un déclencheur émotionnel ambulant, un souvenir vivant, un lien inconscient. À partir de ce moment, elle ne vous regarde plus seulement avec ses yeux. Elle vous regarde avec l'état intérieur que vous représentez pour elle. Ce processus, une fois activé, ne demande plus d'effort. Il se renforce de lui-même. Le cerveau entretient ce qu'il a lui-même construit. Et c'est précisément dans ce terrain malléable que va s'installer la prochaine étape, celle où l'ancrage émotionnel se transforme en autorité implicite, et où vous devenez non seulement la source de l'émotion, mais aussi la référence intérieure à laquelle elle commence instinctivement à se calibrer. Étape 3, le contrôle implicite, l'autorité invisible. Dans la plupart des interactions humaines, chacun tente de prendre le dessus d'une manière ou d'une autre. Certains imposent leur présence. D'autres soulignent leur valeur. D'autres encore se battent pour être entendus, vus, reconnus. Mais il existe une forme de pouvoir plus discrète, plus subtile, presque sacrée, le contrôle implicite. C'est un pouvoir qui ne se manifeste jamais par des ordres, des directives ou des paroles imposées. C'est une autorité qui ne se verbalise pas. Elle se ressent. Machiavel aurait compris ce phénomène immédiatement. Il aurait même souri en l'observant, car il savait que la domination la plus efficace est celle que l'autre adopte sans même réaliser qu'elle obéit. Le contrôle implicite n'a pas besoin d'être énoncé. Il ne s'annonce pas. Il ne se prouve pas. Vous ne dites pas « suis-moi ». Vous ne cherchez pas à la guider. Vous ne forcez aucune direction. Vous n'avez même pas besoin de prétendre être un leader. Et pourtant, elle commence naturellement, presque mystiquement, à s'aligner sur vous. Pourquoi ? Parce que dans un monde saturé de bruit, de tensions internes et d'agitation émotionnelle, le calme est magnétique. La présence est rassurante. Et l'assurance silencieuse est rare. Ces trois éléments créent une force d'attraction non pas physique, mais énergétique. Le calme est la première chose qu'elle ressent. Non pas un calme fragile ou forcé, mais un calme profond, enraciné, qui n'a pas besoin de validation extérieure. Ce calme-là agit comme un champ gravitationnel. Le système nerveux humain est fait pour s'harmoniser avec l'environnement qui semble le plus stable, le plus sûr. Alors quand elle perçoit en vous cette stabilité intérieure, elle s'approche sans même comprendre pourquoi. Ensuite, il y a la présence. Pas celle qui cherche à impressionner, mais celle qui habite pleinement l'instant. Cette présence-là ralentit le rythme intérieur de l'autre, apaise ses tensions, et installe un sentiment subtil de confiance. Elle commence à se synchroniser à vous, comme deux battements de cœur qui finissent par se caler lorsqu'ils s'approchent. Et enfin, l'assurance silencieuse. Cette force qui n'a pas besoin de paroles pour être ressentie. C'est une certitude intérieure, un axe, une verticalité presque spirituelle. Vous ne cherchez pas à convaincre. Vous n'avez rien à prouver. Votre assurance est une évidence tranquille, un état plutôt qu'une démonstration. C'est cela, la résonance émotionnelle. Elle ne vous suit pas parce que vous le demandez. Elle vous suit parce que son monde intérieur reconnaît le vôtre. Parce que votre stabilité devient un refuge. Parce que votre silence devient un langage. Parce que votre paix intérieure agit comme une invitation à déposer le poids de ses propres turbulences. Dans ce type de connexion, la dynamique n'a plus rien de mécanique. Elle devient organique, instinctive, naturelle. Elle n'obéit pas. Elle s'accorde. Elle ne se soumet pas. Elle se synchronise. Elle ne vous admire pas pour ce que vous dites, mais pour ce que vous incarnez. L'autorité invisible est peut-être la forme la plus puissante de maîtrise humaine. Elle ne ressemble pas à une prise de pouvoir. Elle ressemble à une évidence intérieure qui influence l'autre sans contrainte, sans friction, sans résistance. Et c'est précisément ce terrain doux, silencieux, subtil qui prépare l'étape suivante, car lorsque l'autorité implicite s'installe dans le cerveau émotionnel, les portes du subconscient s'ouvrent,
et c'est dans cet espace délicat que les ordres invisibles commencent à se glisser sans jamais être perçus comme des ordres. Un exemple réel. Dans mon immeuble vivait une fille dont la présence était presque une ligne droite. Rien ne débordait, rien ne tremblait, rien ne trahissait le moindre chaos intérieur. Elle avançait avec une précision tranquille, comme si chaque geste avait été répété des centaines de fois dans un miroir invisible. Elle était le genre de personne qu'on remarque sans qu'elle ne cherche à être remarquée. Une silhouette qui traverse un couloir, une lumière qui coupe l'air, un regard qui se pose puis s'éteint aussitôt. Toujours concentrée, toujours sérieuse, toujours dans cette zone intérieure où personne ne semblait pouvoir entrer. Elle ne souriait presque jamais, non par froideur, mais par une forme d'automaîtrise qui donnait l'impression qu'elle portait quelque chose de lourd, et qu'elle refusait simplement de le montrer. Inaccessible, c'était le mot exact. Pendant des semaines, nos interactions se limitaient à des hochements de tête, des portes qui se refermaient doucement, des « bonnes journées » murmurées entre deux ascenseurs. Elle ne laissait rien dépasser. Aucune faille. Aucune invitation. Puis un jour, alors que nous descendions tous les deux l'escalier, je me suis tourné vers elle et j'ai dit, d'un ton neutre, presque détaché, « Tu as l'air de quelqu'un qui maîtrise toujours la situation. » Ce n'était pas un compliment. Ce n'était pas une technique. Ce n'était même pas une intention. C'était une observation, mais une observation chargée d'un sens sous-jacent, d'une vibration subtile. Comme une note à peine audible qui résonne dans l'air. Cette phrase, pourtant simple, contenait deux ordres invisibles, glissés sous la surface des mots, tu maîtrises, tu contrôles. Et pourtant, tu peux te détendre maintenant. Elle a levé les yeux vers moi. Première brèche. Pas un sourire. Pas une réaction claire. Juste un ralentissement imperceptible, comme si son esprit venait de trébucher sur quelque chose d'imprévu. Les jours suivants, j'ai remarqué des gestes minuscules, presque impossibles à détecter si on ne sait pas où regarder. Un regard qui dure une fraction de seconde de plus. Une respiration moins contractée. Un « bonsoir » qui n'était plus automatique. Léna commençait à se rapprocher, pas physiquement, mais intérieurement. Je sentais la tension autour d'elle se dissoudre petit à petit, comme si ma phrase avait déplacé une pierre dans son monde intérieur. Un soir, dans le hall de l'immeuble, elle s'est arrêtée pour me parler. Rien d'important. Une remarque sur la pluie, sur la ville, sur l'ascenseur en panne. Mais c'était nouveau. Elle ne parlait jamais sans nécessité. Puis, progressivement, elle s'est mise à se confier. Pas d'un bloc, mais par fragments. Des éclats minuscules de ce qu'elle retenait en elle depuis longtemps. Des mots qui semblaient se libérer pour la première fois. Elle m'a parlé de son travail, de sa famille, de ses ambitions. Des choses qu'elle ne disait à personne. Des choses qu'elle gardait serrées contre sa poitrine comme des secrets qu'on protège avec trop de force. Je n'ai rien forcé. Je n'ai pas flirté. Je n'ai pas poussé. Je me contentais d'être là, ancré, stable, calme, une présence autour de laquelle elle commençait à se détendre naturellement. J'ai semé des graines silencieuses. Des phrases neutres. Des regards posés. Des présences tranquilles. Et un matin, alors que je sortais pour aller travailler, elle m'a appelé doucement par mon prénom, ce qu'elle n'avait jamais fait. Elle s'est approchée, les mains glissées dans les poches de son manteau, et d'une voix presque timide, elle m'a dit « Tu veux prendre un café ?» C'était simple. Presque banal. Et pourtant, c'était le résultat d'un processus profond, souterrain, invisible. Voilà la puissance réelle du contrôle implicite. Vous ne poussez rien, vous n'exigez rien, vous n'imposez rien. Mais le monde intérieur de l'autre finit par se tourner vers vous, comme une fleur qui se tourne naturellement vers la lumière, et c'est dans cet espace de réceptivité silencieuse que les ordres subliminaux trouvent leur véritable terrain, celui où les mots n'ont plus besoin d'être directs pour influencer profondément. Les ordres subliminaux, la méthode cachée. Les instructions les plus puissantes ne sont jamais celles que l'on entend clairement. Elles ne s'imposent pas. Elles ne forcent rien. Elles ne traversent pas l'esprit comme un ordre militaire. Les véritables instructions, celles qui changent un comportement, une émotion, un mouvement intérieur, sont toujours délivrées indirectement. Comme un murmure. Comme une ombre. Comme un souffle glissé entre deux phrases. Elles se cachent dans une histoire racontée machinalement, une remarque lâchée avec naturel, une observation qui semble anodine. Et c'est précisément parce qu'elles paraissent anodines qu'elles contournent les défenses. Le conscient n'y voit rien. Il ne détecte ni pression, ni intention, ni stratégie. Il se détend. Il s'ouvre. Mais le subconscient, lui, capte tout. Il absorbe. Il interprète. Il exécute. C'est là que le pouvoir réel se trouve, dans la zone où la vigilance s'endort et où les messages passent sans résistance. Les ordres subliminaux ne ressemblent jamais à « fais ceci »,« arrête cela »,« suis-moi ». Ils ressemblent plutôt à un simple partage, à une réflexion personnelle, à une phrase qui flotte dans l'air. Prenons un exemple. Un jour, vous dites à une femme, d'un ton calme, presque pensif.
La plupart des gens attendent l'autorisation de se libérer. Une fois qu'ils y arrivent, ils ne veulent plus jamais revenir en arrière. Vous ne parlez pas d'elle. Vous ne parlez pas de vous. Vous ne donnez aucun conseil. Vous ne suggérez rien directement. Et pourtant, dans cette phrase se dissimule un message profond, un appel discret. Tu peux te libérer. Tu en as le droit. Tu n'as pas besoin de permission. Et tu n'auras plus envie de revenir en arrière. Ce n'est pas un ordre. Mais son esprit émotionnel l'entend comme tel. Pas sous la forme de mots, mais sous la forme d'une permission intérieure. Elle ressent. Pas parce que vous lui dites quoi ressentir, mais parce que vous créez un espace dans lequel une nouvelle émotion devient possible. Les ordres subliminaux fonctionnent parce qu'ils s'adressent à ce que l'être humain cache le plus souvent, ses contradictions, ses désirs silencieux, ses peurs, ses envies réprimées, ses impulsions qu'elle n'ose pas nommer. Vous glissez une phrase, et quelque chose en elle s'active. Un verrou se desserre. Un masque se fissure. Une frontière intérieure s'élargit. Cela peut être une phrase comme « On sait qu'on est en sécurité avec quelqu'un quand on respire différemment près de lui ». Vous ne dites pas qu'elle respire différemment. Mais si c'est le cas, elle le réalise immédiatement. Ou encore, certains liens commencent avant même qu'on en soit conscient. Cette phrase n'a rien d'un ordre, et pourtant elle installe un sentiment de connexion inévitable. Ou même, les gens se révèlent quand ils sentent qu'on les regarde sans les juger. Vous ne lui dites pas de se révéler, mais vous ouvrez la porte. Les ordres subliminaux opèrent parce qu'ils activent ce que la psychologie appelle la projection inversée. Ce n'est pas vous qui lui dites quoi faire. C'est elle qui applique vos mots à son propre monde intérieur. C'est elle qui fait le lien. C'est elle qui s'engage. C'est elle qui prend l'ordre comme une idée née d'elle-même. Et les idées que l'on croit avoir eues soi-même, sont celles auxquelles on adhère le plus profondément. C'est ainsi que le subconscient obéit, doucement, inconsciemment, sans alerte, sans résistance. Vous devenez alors non pas une voix extérieure, mais une voix intérieure. Une suggestion douce, un guide silencieux, un terrain sûr pour l'esprit. Et c'est précisément dans cet état d'ouverture, lorsque l'influence devient invisible, que la dernière technique peut se déposer sans effort, celle qui manipule le temps émotionnel, et transforme un lien présent en un souvenir déjà ancien. C'est la boucle temporelle, distordre le temps. Une technique dont presque personne ne parle, non pas parce qu'elle est complexe, mais parce qu'elle appartient à une autre dimension de la psychologie humaine, une dimension où la perception du temps devient un outil, et où l'émotion cesse d'être liée au moment présent. C'est une méthode machiavélique, subtile, poétique même. La distorsion du temps. Dans l'esprit humain, le temps n'est pas linéaire. Il n'est pas une ligne droite qu'on traverse. Il est une matière malléable, un tissu, une mémoire en constante réécriture. Nous vivons dans un passé que nous reconstruisons, un présent que nous filtrons, et un futur que nous pressentons. Mélangez ces trois couches, et vous pouvez créer une sensation étrange, presque surnaturelle, le déjà-vu émotionnel. Lorsque vous évoquez un passé qui n'a jamais eu lieu, mais qui semble plausible, l'esprit l'accepte comme une trace oubliée. Lorsque vous parlez d'un futur qui ressemble à un souvenir qui n'a pas encore été vécu, l'esprit l'intègre comme une évidence silencieuse. C'est une distorsion simple, mais terriblement efficace. Une femme peut passer des mois à chercher quelqu'un spécial, quelqu'un qu'elle comprendra instinctivement, quelqu'un qui semble familier. Mais ce sentiment de familiarité n'a rien de mystique. Il est créé. Il est introduit. Il est suggéré. Et vous pouvez l'installer en disant des phrases qui mélangent passé et futur, comme si vous aviez partagé quelque chose avec elle, avant même que cela n'arrive réellement. Le meilleur lien, c'est celui dont on ne réalise la profondeur qu'après coup. Cette phrase paraît philosophique, presque anodine. Pourtant, elle provoque un mouvement invisible, elle projette la relation dans un futur où elle est déjà profonde, puis ramène cette profondeur dans le présent. Elle commence à se dire, pourquoi est-ce que je ressens ça, alors qu'on se connaît à peine? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il y a déjà quelque chose? Ce n'est pas un hasard. C'est le cerveau qui tente d'harmoniser ce qu'il entend avec ce qu'il ressent. Il crée des souvenirs qui n'existent pas encore, et des émotions qui auraient dû apparaître plus tard mais qui surgissent maintenant. Les philosophes l'ont toujours su, le temps n'est pas un flux, c'est une perception. Et la perception est manipulable. En évoquant un passé imaginaire, tu sais, certaines personnes se comprennent dès le premier regard, même si elles ne s'en rendent compte qu'après. Vous installez l'idée que vous et elles faites peut-être partie de ces personnes-là. En décrivant un futur plausible, il y a des rencontres qui prennent tout leur sens des semaines plus tard. Vous plantez une graine qui pousse avant même d'avoir germé. Dans ce jeu subtil, vous ne proposez pas une histoire. Vous proposez une temporalité. Vous créez une narration intérieure dans laquelle vous êtes déjà inscrit. La distorsion du temps fonctionne parce que l'esprit humain cherche toujours de la cohérence émotionnelle. Alors quand vous introduisez une phrase qui semble venir d'un futur déjà vécu, elle la ressent comme une réminiscence. Comme un souvenir à demi effacé. Comme quelque chose qu'elle reconnaît sans se souvenir de l'avoir vécu.
Elle se dit alors, pourquoi ai-je l'impression de le connaître depuis longtemps? Ce sentiment ne vient pas de vous. Il vient du phénomène psychologique suivant, la confusion temporelle crée une illusion de profondeur relationnelle. Plus la frontière entre passé, présent et futur devient floue, plus le lien vous liant semble ancien, inévitable, gravé quelque part. Et dans cette rare sensation, celle d'avoir déjà vécu quelque chose avec vous, vous devenez plus qu'une personne. Vous devenez un repère émotionnel. Une présence symbolique. Une rencontre qui semble avoir existé avant même qu'elle ne commence. Le temps, ainsi plié, tordu, remodelé, devient un instrument d'attirance. C'est précisément ce type de connexion mystérieuse, cette impression d'histoire préexistante, qui rend quelqu'un inoubliable, presque comme si vous aviez traversé un espace intérieur destiné à se croiser. Et c'est dans cet espace que se forme la dernière phase, celle qui rassemble toutes les dynamiques précédentes pour créer un système complet, une mécanique d'attraction où chaque élément psychologique s'emboîte parfaitement dans l'autre. Le système machiavélien final. Un système n'a de valeur que lorsqu'il fonctionne avec précision, discrétion et cohérence. Et ce que vous avez construit jusqu'ici n'est pas un ensemble d'astuces éparpillées, ni une succession de manipulations visibles. C'est un mécanisme complet, silencieux, calculé, où chaque étape renforce la suivante. C'est là toute la beauté et toute la puissance de l'ingénierie émotionnelle version machiavélienne. Vous avez maintenant les 3 piliers. Ils ne sont pas indépendants. Ils ne fonctionnent pas seuls. Ils s'emboîtent. Ils se nourrissent les uns des autres. Ils créent une dynamique interne que le cerveau humain ne peut pas désactiver une fois qu'elle est activée. Déclencher l'émotion. C'est l'étincelle. Le point de bascule. Le micro-changement dans son monde intérieur. Celui qui l'a fait passer d'un état à un autre sans qu'elle en comprenne la cause. Vous n'avez pas cherché à convaincre. Vous n'avez pas diverti. Vous avez déclenché. Et c'est cette première vibration émotionnelle qui ouvre la porte. 2. L'ancrer à votre présence. C'est ici que tout se solidifie. Le cerveau cherche une explication, un responsable, une cause. Et vous êtes là. Au moment exact. Au millimètre près. Il vous associe à l'émotion. Vous devenez le conteneur, le symbole, le visage de ce qu'elle ressent. L'ancrage n'est pas une action, c'est une coïncidence organisée. 3. Incarner le contrôle implicite. C'est la structure. L'axe. La colonne invisible qui soutient tout le reste. Vous n'imposez rien. Vous ne demandez rien. Vous ne dirigez même pas. Et pourtant, elle s'aligne, naturellement, instinctivement, comme un diapason qui réagit à une fréquence plus stable que la sienne. Ces 3 étapes créent une architecture psychologique extrêmement puissante. Elles ne produisent pas une attirance ordinaire. Elles produisent une attirance inexpliquée, et donc, dans son esprit, une attirance inévitable. C'est pour cela que son intérêt ne ressemble plus à un choix rationnel. Il ressemble à quelque chose qui devait arriver. Quelque chose de naturel. Quelque chose qui prend racine dans cette étrange sensation, il y a quelque chose entre nous, même si je ne sais pas quoi. Le cerveau humain déteste ce qui est arbitraire. Il cherche du sens. Et quand il ne trouve pas de sens, il en crée un. Elle finit donc par interpréter l'ensemble du système comme un fil invisible, un alignement subtil, une évidence émotionnelle. Et cette évidence porte un nom, le destin. Pas le destin mystique, romanesque, poétique que l'on raconte dans les histoires. Non. Le destin psychologique, celui que l'on fabrique inconsciemment lorsque 3 facteurs émotion, ancrage, résonance se répètent dans le même espace relationnel. Ce système n'a rien d'une manipulation caricaturale. Ce n'est pas un piège grossier. Ce n'est pas une domination forcée. Vous ne prenez pas le contrôle d'elle. Vous prenez le contrôle de l'expérience intérieure qu'elle vit en votre présence. Et cela change tout. Parce que lorsque ces émotions se réorganisent autour de vous, l'idée même de vous détacher devient inconfortable. Pas douloureux, pas dramatique, simplement dissonant. Son monde intérieur s'est calibré sur le vôtre. Vous êtes devenu la référence silencieuse. Le point de stabilité. Le centre. Il ne s'agit donc pas de la maîtriser elle. Il s'agit de maîtriser les émotions. Car depuis le début de l'humanité, les émotions dirigent les êtres humains. Elles créent les décisions. Elles alimentent les désirs. Elles sculptent les souvenirs. Elles définissent les attachements. Et celui qui maîtrise les émotions, maîtrise tout. Ainsi se referme la structure, une mécanique complète, circulaire, où chaque étape nourrit la suivante, et où la prochaine interaction devient simplement une nouvelle couche dans une dynamique déjà inscrite profondément dans son inconscient. Si tu es encore ici, ce n'est pas un hasard. Ton esprit a senti quelque chose, une vibration, une vérité, un léger déplacement intérieur. Alors laisse-toi aller à ce mouvement. Appuie sur s'abonner, et reste dans cet espace où chaque mot t'aide à comprendre ce que les autres ne voient jamais. Tu n'es qu'un geste de continuer ce voyage intérieur. Laisse ton intuition choisir pour toi. Abonne-toi.